Vous écoutez HS, le podcast Made in First Group dédié aux Hard Skills. Les compétences du cœur qui placent l'émotion en point de démarrage de toute action, qui nous font vibrer et qui nous donnent l'envie d'avoir envie et de ne plus être HS. Bienvenue à toutes et tous dans ce deuxième épisode dédié aux risques psychosociaux. Le travail rendrait-il malade ou est-il une opportunité, voire même une nécessité pour être en bonne santé ? On retrouve une nouvelle fois Pierre Drelon. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, la santé mentale et physique est devenue une préoccupation essentielle dans la société. Alors, quelle peut être la place de l'entreprise pour que l'environnement du travail soit favorable à la santé et au bien-être des employés ? J'ai cherché quelques chiffres, je vous en sors un. Aujourd'hui, une personne sur deux se déclare souffrir au travail. Une personne sur deux. Chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Alors, considérer le travail et l'entreprise comme un facteur d'épanouissement et de bonne santé, ce serait pas utopique, voire paradoxal, Pierre ? Le travail est bien une opportunité et il peut générer en même temps de la souffrance. La question est bien posée parce que d'une part, en effet, oui, les questions de santé mentale et physique sont préoccupantes. Et elles le sont parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal, comme tu l'as exprimé. Alors qu'en même temps, et paradoxalement, nous n'avons jamais autant fait de progrès sur le plan médical. Le travail peut malheureusement et paradoxalement donc contribuer à la souffrance au travail, puisque si on reprend ton chiffre, une personne sur deux se déclare souffrir au travail. Alors, elle se déclare. Ouais. Attention, c'est du déclaratif. Et autre chiffre éloquent, que moi j'ajoute, seulement 15% de la population produisent de la valeur économique ajoutée. Autrement dit, en France, 15 personnes permettent à 100 personnes de vivre sur le plan économique. Donc ceux qui travaillent beaucoup et sont généralement fatigués, ou pire, avec du stress, développent d'autres pathologies car ils travaillent pour 85 autres personnes et c'est leur qualité de vie au travail qui en paye les conséquences. En clair, il n'y a pas assez de personnes qui travaillent et donc ceux qui travaillent ou bien travaillent trop ou bien travaillent mal. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que oui, le travail reste une opportunité parce que dans ce contexte difficile, malgré tout, il y a quand même moins de personnes malades chez ceux qui travaillent. En fait, on observe plus de mortalité et de maladies chez ceux qui ne travaillent pas. Le non-travail rend donc plus malade. Alors ouais, mais bon, avec ce chiffre et encore, il y en avait d'autres, considérer le travail comme une opportunité, c'est vraiment pas gagné. En effet, c'est pas gagné. Mais il faut vouloir considérer le travail comme un facteur de bonne santé. Il faut le vouloir. Bien sûr, pour cela, il faut dépasser le stade du travail salarié et voir le travail plutôt comme une activité ou un ensemble d'activités professionnelles, mais aussi associatives, sportives, éducatives, culturelles, etc. Pour bien comprendre la relation qu'il y a entre l'être humain et le travail, il faut savoir que le corps humain dispose d'un système d'économie d'énergie pour bien vivre et vivre longtemps, et tout ce qui n'y concourt pas va actionner en quelque sorte un système de rejet. Si le travail n'est pas intéressant, l'homme rejettera le travail tout naturellement. C'est comme pour le changement. L'homme est doué pour le changement, mais si l'homme ne voit pas d'intérêt au changement, l'homme résistera au changement. Alors que fondamentalement, nous restons, en tant qu'êtres humains, des êtres parfaits d'adaptation. Un exemple presque trop trivial, vous avez froid, vous mettez un pull, vous avez chaud, vous le retirez par exemple. Par le travail, une personne devient quelqu'un. Ainsi, lorsque quelqu'un ne travaille pas, ou dans de mauvaises conditions de travail, au regard de ce que j'exprimais précédemment, eh bien, ce que l'on observe, c'est que la probabilité de son taux de maladie est multipliée par 10 et de son taux de mortalité par 5. Ce qui est tout aussi impressionnant que les chiffres que tu as pu décliner tout à l'heure. Ah ouais, extrêmement. Mais du coup, curieusement, on doit travailler, mais du coup, notre corps le refuse, qu'il n'est pas d'accord. C'est pas un peu paradoxal, ça aussi ? C'est pas paradoxal si on revient au thème de notre premier podcast, le sens, et on en revient aux hard skills. Notre cœur et notre cerveau exigent tous les deux que le travail soit intéressant,
qu'il ait du sens, qu'il soit conforme aux exigences du fonctionnement humain et qu'il réponde à un certain nombre de besoins vitaux. Si ce n'est pas le cas, si dans le travail il n'y a pas de réponse à ces besoins vitaux, des mécanismes que nous ne maîtrisons pas, qui sont dans notre inconscient, des mécanismes de survie, de défense, se réveilleront et développeront autant d'attitudes et de comportements, comme par exemple le rejet, la colère, l'agressivité ou la révolte. Donc non seulement, oui, il faut travailler, mais il faut quand même, et en plus, une qualité dans l'environnement de travail. C'est-à-dire, dans le couple, organisation, management, organisation du travail et manière de faire vivre cette organisation, afin que ce couple soit de qualité. Alors là, j'ai 2 questions, Pierre. Tu parles de besoins vitaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? À quoi tu fais allusion ? Et surtout, pour revenir au sujet, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le travail est vraiment une opportunité ? En fait, sur tes 2 questions, je vais avoir des réponses convergentes. Oui, il y a beaucoup d'avantages à bien travailler au travail, au-delà du salaire qu'il procure. Souvent, quand on demande aux gens pourquoi vous travaillez, ils répondent presque trop simplement, de mon point de vue, pour gagner ma vie, pour avoir un salaire. Non. Le travail développe un sentiment d'appartenance à un groupe social. Il développe le sentiment d'être utile, d'être contributif, de répondre à un besoin de réalisation. Et il va nourrir un autre besoin très profond qui est en nous, qui est un besoin de reconnaissance. Nous en parlions dans le premier podcast. Ainsi, la personne développe sa fierté, son estime de soi, sa confiance en soi. Et quelqu'un qui a plus confiance en lui, c'est donc quelqu'un qui fait plus confiance aux autres. Le travail va alors lui permettre de s'apprécier et de pouvoir se regarder dans le miroir avec satisfaction et contentement. Le travail, il va permettre aussi de dire « Tiens, j'ai des rêves, j'ai des projets ». Et grâce à son propre travail, de transformer ses rêves et ses projets en réalité. Le travail permet ainsi de se projeter, d'oser se projeter, et de comprendre qu'avec effort et volonté, va se développer autour de nous un champ de possibles. Ainsi, c'est bien le travail qui permet d'accéder aux objectifs que l'on se fixe. Le travailleur apprend le collectif, il apprend aussi la communication, c'est-à-dire l'action commune, le sens. Comme on doit travailler avec les autres, on va apprendre le respect du travail des autres et par la même occasion, la compréhension de l'autre, l'empathie, et donc le vivre ensemble, accepter l'autre dans ses différences. On s'aperçoit que le travail contribue au développement de la qualité relationnelle et donc il va réduire des effets d'individualisme, il va réduire les égos. Il contribue à accepter les contraintes du travail, les contraintes de la collaboration avec d'autres, il va développer l'acceptation de l'exigence des autres et des autres points de vue avec lesquels on est confronté. Le travail va ainsi permettre à toute personne de s'élever en gérant ses frustrations et ainsi de grandir en communauté, en maturité et en sagesse. Le travail va permettre de donner du sens au corps et à l'esprit par la mobilisation des connaissances et des savoirs. La vie prend alors du sens et le cerveau, qui est un filtre à sens, va développer tout un réseau de connexions entre les neurones qui établissent des liens, ce qui reste d'ailleurs au départ la définition étymologique de l'intelligence. Interlegere en latin, soit capacité à établir des liens entre eux. Alors le travail va développer aussi, encore une autre contribution, les capacités cognitives, les apprentissages, les connaissances et donc les compétences et le professionnalisme. On voit bien finalement qu'il y a donc beaucoup d'autres aspects en plus dans le travail que le salaire et qui en font une réelle opportunité. S'il n'y a pas de travail, tout ce que je viens de dire n'existe pas ou n'existe plus. Bien entendu, le travail permet aussi de développer l'autonomie par la rémunération et ainsi de s'émanciper. Faute de quoi, si la personne ne peut pas le faire, ce sera à la société de prendre en charge le non-travailleur. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? Tu nous donnes envie de travailler, Pierre. Mais du coup, en t'écoutant, là, moi je pense aux générations précédentes, tu vois, nos parents, nos grands-parents, ils semblaient quand même avoir moins de difficultés que nous à percevoir les bienfaits que tu mentionnes, alors qu'ils travaillaient beaucoup plus, et puis parfois dans des conditions plus compliquées, notamment en termes de pénibilité. Et pour autant, on ne parlait pas de souffrance au travail. Comment est-ce que tu expliques ça ? L'explication, elle est dans l'environnement. C'est l'environnement qui a changé. L'environnement, il a changé avec le développement fantastique des intelligences artificielles. Nous devons réhabiliter le faire ensemble avec plus de proximité et d'intelligence réelle. L'intelligence artificielle a permis la distanciation. Nos intelligences ont besoin de cœur, de sens, mais encore de temps.
Sur ce point, par exemple, les intelligences artificielles nous imposent un rythme insupportable à l'homme. La vitesse de traitement des informations des machines, des robots, des automates, des systèmes numériques est bien supérieure à la vitesse de traitement des informations de l'homme. Et comme les intelligences artificielles ne craignent pas la mort, elles ne respectent pas le vivant et nous mettent sous pression et ne laissent plus le temps au temps. Or, le temps, le cerveau en a besoin. Le cerveau, en plus du sens, rejette tout ce qui ne respecte pas le temps. Le temps défait ce que l'on fait sans lui. Dans un monde qui va toujours de plus en plus vite, et ce, par les intelligences artificielles, il devient urgent de reprendre son temps. Le manque de sens, de plaisir, de temps et de bien d'autres choses encore génère le stress, cette fameuse pression dont je parlais il y a quelques instants. Ouais, le stress, éternel sujet. On essaie de le fuir comme on peut, moi la première, mais pour autant, on en a tous besoin, puisque le stress permet souvent de nous stimuler ou d'être un moteur. Tout à fait, on a besoin de stress et on a besoin d'un stress moteur, pas d'un stress inhibiteur. Mais si le stress s'installe dans la durée, que nous ne tirons pas les enseignements du stress, que nous ne le gérons pas, que nous l'écoutons pas, le stress est un indicateur de notre corps pour tout renseigner et nous aider dans nos processus de décision. Nous devons en faire un bon ami. C'est pour cela que je dis, si nous ne le gérons pas, si nous n'en faisons pas un bon ami, alors notre capacité à réagir va s'altérer et notre organisme va s'épuiser. Et vont apparaître alors un certain nombre de conséquences pathologiques. Nous plongeons dans la maladie, définition étymologique, qui est que le mal a dit. Le mal signifie un certain nombre de choses. La bonne santé au travail renvoie à la mobilisation des intelligences individuelles. C'est le cerveau qui commande le corps. Il nécessite du stress moteur. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour éviter les états de burn-out ou de mal-être au travail auprès de nos collègues ou de nos équipes ? Il y a 2 carrés qu'il faut avoir en tête. Un premier carré, le fait d'avoir une vision globale. Cette vision globale va nous permettre d'avoir un cadre. Je vais prendre un exemple très simple. Si nous avons un objectif, sortir d'une pièce, nous avons besoin d'une opportunité qui s'appelle la porte. Oui. Cette porte, notre cerveau ne peut la percevoir que s'il y a une vision globale, bornée ou bordée par un cadre. Donc, nous avons besoin de donner des objectifs, de donner envie d'atteindre les objectifs. On a besoin d'une vision globale, on a besoin d'un cadre. Il y a plein de gens qui ne savent pas saisir les opportunités qui sont proposées par le monde et par l'environnement autour de nous, parce qu'il leur manque au moins un de ces éléments. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas envie d'atteindre l'objectif, ils n'ont pas de vision globale, ils n'ont pas de cadre. Donc ça, c'est un premier élément pour éviter des états de maladie ou de mal-être. Une deuxième réponse se trouve dans un carré magique que chacun peut s'imaginer. Chaque côté de ce carré est une question pour chacun de nous. Quels sont nos rêves? Quels sont nos projets que nous voudrions réaliser? Quels sont nos talents et nos passions, nos envies pour ce faire? Qu'est-ce que je dois apprendre pour être capable de les mettre en œuvre, pour réaliser les actions? Quelles sont les personnes et ou les relations que j'ai envie d'établir pour être en mesure de bénéficier de collectifs et de communautés pour augmenter les chances de réussir? Parce qu'ensemble, on est plus fort et ensemble, on va plus loin. Et au cœur de ce carré dans lequel il y a les rêves, les talents, les apprentissages et les communautés, au cœur de ce carré, il faut de l'amour, car cet ensemble donne du sens à l'effort et à la ténacité, à la volonté, et dégage ainsi le résultat qui reste une résultante. Finalement, on a ce que l'on mérite. En sciences humaines, il n'y a pas de fécondité sans contact, alors la vie devient vivante. La vie devient vivante. Merci beaucoup Pierre pour ces éléments qui nous permettent de dessiner des solutions autour de ce fameux carré magique. Alors retenons que le bien-être en entreprise est un facteur de naissance, de reconnaissance et de renaissance. Autrement dit, un facteur de fidélisation et de performance pour tous. Donc là, voilà, repérer les signaux faibles, éviter l'émergence des risques psychosociaux, toutes générations confondues, ça nous amène à poursuivre la réflexion autour du sujet de l'intelligence collective et intergénérationnelle, puisque le bien-être des collaborateurs est également favorisé par des relations bienveillantes, constructives et une vision commune. Comment faire jouer ensemble toutes les générations d'une entreprise ? Comment comprendre et répondre à une génération Z en quête de sens et d'authenticité ? Retrouvez-nous pour un autre épisode de HS qui répondra à ces questions essentielles à notre quotidien.
C'était HS, le podcast Made in First Group dédié aux Earth Skills et à tous les accros du cœur.